Bonjour tout le monde. Merci pour être là avec nous aujourd'hui pour la visite guidée avec la commissaire de l'exposition Point de bascule. Donc, mon nom c'est Prakash Krishnan, puis je suis le médiateur culturel au Centre Clark. Avant qu'on commence, j'aimerais juste mentionner quelque chose. Premièrement, un grand merci à Ubisoft qui soutient nos activités de la médiation, comme celle-ci. Deuxièmement, on va enregistrer cette présentation par Jessie qui est là. C'est pour nos archives et ensuite on va le faire sous-titrer et on va le mettre sur notre chaîne YouTube. Donc, s'il y a des personnes que vous connaissez qui veulent le voir après, vous pouvez le partager avec eux. Et puis, si vous avez des questions pendant la période de questions, on a un extra microphone. Donc, si vous pouvez parler dans le microphone, ça nous aide à comme, bonifier la qualité de la vidéo. Donc, c'est un peu ça. Et ensuite, j'aimerais aussi faire reconnaître que le Centre Clark, nous, l'équipe, ainsi que nos artistes et notre commissaire en exposition, sont basés en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous, au Centre Clark, reconnaissons la nation Ganingahaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtià:ke Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres personnes y résident. C'est dans le respect dans les liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. C'est avec ceci en tête que Clark collabore depuis quelques années avec le collectif des commissaires autochtones et soutient du mieux que nous pouvons des artistes et commissaires autochtones à travers différents volets de notre programmation. Et si vous êtes commissaire autochtone, nous avons un appel de projet pour notre programme de vidéo. Et donc, je vous invite à consulter notre site web pour voir l'appel au complet. Bon, et maintenant, je suis très content de vous présenter notre commissaire, Gabrielle. Gabrielle Sartoux est candidate à la maîtrise en histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal. Ses recherches portent sur l'histoire et la théorie des couleurs d'un point de vue féministe. Commissaire et critique d'art, elle apprécie faire le pont entre l'art et les mots. Ses écrits se retrouvent dans plusieurs revues culturelles telles que Ciel variable, Espace art actuel et Vie des arts. Elle a, entre autres, cofondé le festival ETC Expérimentation et Théorie contemporaine, coordonné le Symposium international de Baie-Saint-Paul et travaille maintenant comme médiatrice au Musée d'art contemporain de Montréal et comme auxiliaire de recherche et d'enseignement. Et donc, je passe la parole à Gabrielle pour commencer la visite de l'expo. Merci beaucoup, Prakash. J'ai maintenant aucun secret pour vous. Vous connaissez ma vie. Non, c'est pas vrai. Donc, je me sens un peu loin de vous autres. Si vous êtes à l'aise de vous rapprocher, on dirait que j'aurais moins à comme, parler fort. Là. Je pense qu'on va y aller plus comme ça. Puis, donc, j'ai enlevé mon masque pour des raisons avec la vidéo et tout. Puis, j'invite aux artistes qui vont prendre la parole au fil du tour guidé de faire de même si vous êtes à l'aise ou pas. Donc, bienvenue dans l'exposition Point de bascule. Donc, c'est une exposition étudiante. On a fait un appel de dossier, puis c'est des artistes de Montréal, des diverses universités de Montréal qui ont appliqué et que j'ai choisi avec le comité de sélection. Donc, Point de bascule, c'est la thématique globale, premièrement, puis c'est séparé en deux salles distinctes et en deux thématiques distinctes, comme vous avez pu le noter. Point de bascule, pour moi, ça représentait un moment qui est le moment actuel dans lequel le monde se trouve, qui est face au changement climatique. Le monde est de plus en plus en danger. On sait que chaque jour, chaque année, c'est un peu plus d'un côté ou de l'autre qu'on va tomber. D'un côté, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on est à un point de bascule en ce moment, puis c'est important de se rappeler. Et donc, c'est aussi le point comme outil métaphorique que je parlais, c'était aussi une référence aux points comme les confettis, les points comme le cercle qu'on peut voir dans les salles. Donc, c'est aussi un outil théorique. Et finalement, le point de bascule, c'est les œuvres qui sont des fois en point d'équilibre. Donc, c'est tout ça qui est sous-entendu dans la thématique globale.
Donc, les deux thématiques que je vous parlais lesquelles les deux salles ont été séparées, c'est l'étiolement du monde et l'esthétisation du monde. Ces deux thématiques-là, c'est une métaphore, en fait, de comment le capitalisme se déploie dans le monde. Le capitalisme va créer des mégalopoles super asphyxiantes de béton, et donc un monde vraiment comme anxiogène, mais aussi il va prôner une esthétisation de la vie quotidienne à travers une économie de l'esthétique, de la beauté. Donc, ces deux faces-là, c'est les deux faces du capitalisme, et c'est ce que j'ai essayé de représenter et de faire en métaphore ici. Donc, c'est comme un peu, comme je parlais avec Muriel, un peu comme macro. Genre, c'est comme on voit le monde de loin. Donc, ce que je propose, c'est qu'on va faire le tour ensemble de la salle, puis on va commencer par l'étiolement du monde, si vous voulez bien me suivre. Donc, d'habitude, ici, il y a du son qui vient de ces deux œuvres ici, la projection et la vidéo. Donc, on l'a éteint pour l'instant, mais je vous invite à refaire un tour après avec le son parce que ça fait vraiment une ambiance glauque et anxiogène, ce qui est le but de cette scénographie-ci. Donc, est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire étiolement? Moi, non. C'est parce que c'est comme un mot que c'est rarement utilisé. Puis, en fait, ça veut dire deux choses. Premièrement, c'est quand les plantes manquent de soleil. Donc, c'est vraiment le fait de jaunir et donc de se rétrécir et de sécher. Et c'est aussi le fait, justement, de s'écrouler. Donc, c'est un peu l'écroulement du monde, ça veut dire. Donc, ces deux thématiques-là, ils ont été choisis, en fait, quand je lisais les dossiers, j'ai comme senti un peu qu'il y avait une sensibilité des artistes qui sont autour de moi face, justement, aux problématiques dans le monde. Donc, puis c'était comme deux manières de présenter ces préoccupations. Puis, donc, en présentant, on dit un peu comme les artistes sont sismographes de notre temps, c'est comme un saying classique, c'est sûrement que vous avez entendu ça. Donc, c'est les artistes qui sentent les vibrations terrestres ou les vibrations du monde les vibrations du monde, bref. Donc, c'est comme un peu, j'ai essayé de comme, laisser la parole aux artistes puis essayer de comme, organiser leurs idées en deux thématiques, mais je voulais aussi préciser que les deux thématiques sont poreuses, sont pas comme délimitées comme hyper noir et blanc, dark et light. Donc, c'est vraiment comme, ici dans le côté plus anxiogène, il y a aussi un côté d'espoir ou un côté que la vie renaît, tu sais. Donc, c'est aussi, il ne faut pas voir ça trop séparé malgré les deux ambiances très distinctes. Donc, c'est ça sur cette salle-ci. Donc, l'étiolement, pour moi, c'est les œuvres qui capturent vraiment la fissure du monde. C'est la façon dont je trouve que le formuler de ce qui représente ce que j'essaie de dire. On peut commencer avec cette œuvre-là. Cette œuvre vidéographique, est-ce que vous avez pris le temps de l'écouter? C'est une œuvre de l'artiste K089, qui est malheureusement pas là aujourd'hui. Ou sinon, on l'appelle Johnny. C'est une œuvre qui représente un monde dystopique. C'est le mot que je cherchais. Un monde dystopique, mais c'est vraiment une métaphore de notre monde actuel. Il parle comme d'un État qui gère, mais comme tout avec humour, avec dérision, mais aussi avec un côté de santé mentale, parce qu'il y a le lien entre la santé mentale et la santé globale qui est fait dans cette œuvre-là. Donc, elle s'appelle Soleil froid. J'ai oublié de préciser. Parfait. Ensuite, on va se tourner vers cette œuvre ici, qui est l'œuvre de Florence Viau. Ça s'appelle « Ce que gardent les pierres ». Donc, Florence Viau, elle a obtenu son baccalauréat en art visuel à l'UQAM et sa pratique s'ancre dans l'exploration de la matérialité de l'image par l'intermédiaire de l'hybridation des arts imprimés, peinture, sculpture et dessin, ce qu'on peut voir ici littéralement. Donc, ici, en fait, on peut voir, peut-être que vous reconnaissez la forme, ça vous dit quelque chose? C'est en fait la pierre de Rosette. Florence me racontait qu'il y a plein de moules numériques qui sont disponibles gratuitement sur le web. Donc, elle a pris le moule de la pierre de Rosette directement pour la recréer ici. Et c'est en cellulose, donc c'est super léger. Là, je l'ai levé moi-même, puis ça a l'air vraiment lourd, là, mais c'est super léger. Donc, ici, on peut voir que d'habitude, la pierre de Rosette, sûrement que vous le savez, c'était un fragment
avec des différents hiéroglyphes. Je pense qu'il y avait 3 différentes sortes, si je ne me trompe pas. Puis donc, c'était un moyen qui a été utilisé pour comprendre les traductions, entre autres. Ici, l'écriture antique, elle a été changée par une écriture numérique. Donc, c'est un peu un commentaire sur la numérisation du monde, la disparition de l'écriture physique. Et aussi, c'est un commentaire sur les glitches, parce qu'elle me racontait qu'il y a eu un moment donné que son ordinateur il a planté, puis elle a tout perdu à cause d'un glitch. Donc, c'est aussi cette histoire-là. Et cette plaque de... J'ai oublié le mot, c'est quoi? Plexiglas. Cette plaque de plexiglas. Originalement, cette œuvre-là était placée derrière, il y avait un petit carré rose, puis c'était vraiment ça qui gardait le point d'équilibre. Quand je parlais du point de bascule, du point d'équilibre, cette œuvre-là, entre autres, c'est une œuvre clé de ce principe-là d'équilibre. Mais c'est aussi une référence à l'ambre, donc à la mémoire, encore une fois, à la cristallisation dans le temps. Donc, une bonne réflexion sur le temps. Parfait. Les grenouilles. Vous êtes les grenouilles. Donc, on peut reconnaître ici la grenouille fumeuse qui est sur la page couverture des cartels. Les grenouilles s'appellent en fait les grenouilles de la fin du monde. Puis l'artiste, c'est Annequin Rainville, donc qui a un bac en art visuel à l'UQAM. Donc, Annequin, elle utilise beaucoup de l'humour, comme on peut le voir ici, pour faire un commentaire critique sur le monde. C'est aussi un commentaire. Pour moi, comment je le voyais dans l'exposition, c'est un peu comme si le monde s'écroule, qu'est-ce que les animaux vont devenir, t'sais? Ils vont peut-être se transformer avec le toxique, puis commencer à fumer des cigarettes, avoir des ailes dessus. Donc, puis aussi le titre faisait référence à la thématique. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette œuvre-là, entre autres. Et aussi, j'ai trouvé vraiment comme comique et je sais pas, il y avait quelque chose qui sont comme témoins de ce qui se passe, puis ils discutent entre elles, puis c'est un caucus mondial là, qui se passe ici, au centre de la pièce. Puis justement, parlant de toxique, si on se tourne ici vers l'œuvre La Projection, ici, c'est une œuvre qui fait vraiment référence au toxique. Ça s'appelle Put a Ring on It de Nina Freeman. D'ailleurs, comme je vous disais tantôt qu'il y avait du son, le son qu'on entend, entre autres aussi, c'est la tune justement Put a Ring on It. If you like it, put a ring on it. Mais mise à l'envers et je pense au ralenti peut-être. Donc, c'est ça le ring. Puis c'est aussi, donc, on voit des cercles, littéralement, qui sont pris de Google Maps. Je pense qu'on peut le déduire des fois. Et qui représentent des marques circulaires qui sont des indications d'extraction de ressources par les humains. Donc, Nina Freeman, elle est dans la maîtrise en beaux-arts à Concordia. Donc, cette projection-là, ça a été vraiment cool de l'installer parce qu'on a fait on a utilisé un cercle, puis on l'a projeté, puis comme ça, on a pu cacher l'extérieur. Donc, c'est un petit côté technique intéressant. Fun fact. Par la suite, l'œuvre monumentale, minuscule et monumentale à la fois, j'adore dire ça, parce qu'on lui a peinté un mur en noir juste pour elle, mettre l'emphase sur ce petit vase-là, qui est un vase en céramique. Donc, cette œuvre-là s'appelle Hair Care. C'est une œuvre qui est un fruit de la collaboration entre Sofiane Belize, qui est à la maîtrise à l'UQAM, et Myriam Landry, qui n'est pas aux études, mais qui a quand même collaboré à l'œuvre. C'est vraiment une œuvre d'amitié, ce qu'ils disaient, là, ils ont collaboré, se sont entraînés et ils ont créé ça. Et Myriam Landry est aussi membre Première Nation Abenaki. Donc, elle utilise beaucoup son engagement avec la poterie. Par la suite, donc, si vous regardez vraiment proche, je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder de proche, mais le hair care, il y a quelque chose de assez brusque dans le mouvement qui est recréé dans l'image ici. C'est une personne qui tire les cheveux comme ça, puis donc il y a une sorte de dichotomie ou une contradiction plutôt qui est représentée à travers la poterie qui est super délicate et fragile, et à travers ce mouvement-là qui est représenté, qui vient créer une sorte d'ambiance un peu angoissante dans cette œuvre-là. Et au vernissage, ils ont mis des fleurs comme ça qui vont être amenées à faner tout le reste du temps de l'exposition. Donc, il y a comme un petit message entre douceur et moins douceur, si je veux dire. Donc, ici, c'est une œuvre
de Julie Sio, qui est au bac en arts visuels à Concordia, qui a fait une majeure en photographie. Cette œuvre-là s'appelle Contrast in Loss, donc il y a un côté de la perte qui fait aussi écho aux grenouilles. Donc, c'est un peu leur environnement, c'est un peu comme on peut se perdre dans cette œuvre-là. Et Julie Sio, elle a également une deuxième œuvre, surprise, surprise, qui est l'œuvre juste ici. Donc, cette œuvre-là s'appelle What Does Not Grow Dies. Donc, ça, c'est encore une fois, ça revient un peu à l'œuvre que je viens de mentionner, qui est le contraste entre le délicat et le plus brusque. Et on peut voir en fait ici des fleurs qui sont en arrière-plan et il a été gravé par-dessus une écriture qui est assez frénétique, assez intense à observer et qui procure justement un sentiment un peu déstabilisant. Donc, c'est ça. Puis cette œuvre-là, on l'a mis avec des petits clous, puis des fois qu'on passe à côté, elle bouge comme ça. Fun fact. Finalement, la dernière œuvre que je vais vous parler aujourd'hui, cette œuvre-là s'appelle « Les choses vivantes, les choses mortes ». C'est Amélie Bélanger qui l'a réalisée. Elle est à la maîtrise à Concordia, aussi en Beaux-Arts. Donc, c'est des bûches qu'on peut voir qui sont brûlées parfois et qui ont des cristaux. Il faut vraiment s'approcher de proche pour les voir, mais c'est plein de petits cristaux qui poussent donc à l'aide d'une technique de chimie. Et pour moi, cette œuvre-là, c'était vraiment l'œuvre qui faisait le pont entre les deux salles, entre les deux thématiques. Donc, une œuvre entre la mort et la vie, entre le côté de destruction du bois qui est brûlé, mais aussi de repousser, de grandir des cristaux. Donc, c'est vraiment l'œuvre que je voyais comme le pont. Et aussi, ça vient comme tout recréer dans cet environnement-là, puis unir comme le dialogue entre les œuvres. Je vais pouvoir laisser la parole à Daria. Je vais présenter ton œuvre. Donc, elle s'appelle Agenticité du satisfaisant. Et donc, réalisée par Daria Hélas. Tu peux parler un peu de ta démarche? Dans le fond, moi, je suis native à Moldavie, mais je travaille à Montréal, puis je détiens un baccalauréat en arts visuels à l'UQAM. Puis ma pratique, c'est assez multidisciplinaire. Je touche assez l'installation, la sculpture, plus la peinture également. Puis je touche des questions plus sensibles que je mêle avec des questionnements plus sociétals. Donc, comme tu as dit, c'est agenticité satisfaisant. Ça vient vraiment d'une recherche. J'étais sur Instagram, puis je voyais comme plein de vidéos que je trouvais justement satisfaisantes. Puis je me suis intéressée à qu'est-ce qui fait qu'il y a cet aspect-là esthétique. Donc, je les ai comme tous analysés, puis j'ai retrouvé qu'il y a vraiment un jeu des couleurs qui sont plus vives, soit très vibrantes, ou des fois très pastel, monochrome. Il y a aussi un jeu des textures qui sont très sensorielles, qui rappellent le toucher. Il y a le fait que c'est souvent qu'ils sont en boucle, en répétition. Donc, je me suis dit, un peu pour pousser ma réflexion, si je pense tous ces caractéristiques-là, puis je l'applique dans une situation qui est un peu plus moins belle, moins esthétique. J'ai pensé vraiment au travail de la chaîne, comme tu as dit plus tôt, vraiment très anxiogène, très industriel, métalleux, et comment j'ai mis ces deux mondes ensemble-là, un peu pour questionner l'impact peut-être plus sur l'humain, si on le met dans un environnement qui est plus esthétique, alors que le travail est plus manuel et répétitif, quel monde ça devrait créer. Donc, ça... Bien, merci beaucoup, Daria. Puis c'est ça, donc, ça sonne vraiment dans la thématique de la salle ici, qui est l'esthétisation du monde. Pour moi, l'esthétisation du monde, c'est prendre des choses qui sont moins belles et les rendre belles. Donc ici, comme l'usine, c'est vraiment quelque chose où la production de masse, c'est vraiment quelque chose qui est comme critiqué, mais qui est rendu beau complètement là, dans ton œuvre. Puis c'est aussi, avec les vidéos satisfaisant, il y a comme quelque chose qui est comme, ça apaise l'anxiété, donc c'est comme une solution, des fois, qui est comme, justement, inversée. Donc, on va procéder à l'œuvre ici de Maddy. I guess what I'll say is that a couple of years ago, I got totally sort of infatuated with wood turning, which is essentially carving on a wood lathe. And I just started to do all these experiments on the lathe, and eventually started to kind of work intuitively. And sometimes I'd plan things, and sometimes I would kind of leave it up to the wood grain to decide what was going to come next. And I started thinking a lot about furniture, and especially furniture in relation to our bodies. So, for example, like the seated body in a chair, or the body in recline with a lounger or a bed or something like that. And in that same vein, architectural features, so the banister.
And what I liked about this, or what I found interesting, was that it's this like structure of support that's basically an act of care. It's meant to protect the people in the space from injury or falling or whatever it might be. And it also kind of contains you at the same time. So I like that duality. And it seemed to also kind of represent the pandemic and what was happening at the time. It's that containment that was essentially to care for each other Yeah. as well. That's beautiful. And in the same way, the aesthetizations come from the constraint. Yeah, so it's like making beautiful something that is kind of hard sometimes. So it fits in the thematic in that way really good. Thank you. And detail really cool here if you want. Ok, Thomas, viens. Donc, la prochaine œuvre, c'est ici, c'est le lunch de Thomas. Donc, je vais te laisser parler de ton travail. Oui, c'est donc, moi j'ai un baccalauréat en photographie de l'Université Concordia et actuellement je fais une maîtrise en art visuel et médiatique à l'UQAM. La photographie lunch fait partie d'une série plus large de photographies qui s'appelle Des mondes engloutis, dans laquelle j'explore la forme et les mythes des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame au milieu du fleuve Saint-Laurent. Et en fait, j'ai réalisé, dans cette image, je m'intéressais, ça rejoint le thème de l'exposition, comment on pouvait, à travers le médium photographique, comme sublimer quelque chose de totalement banal, en fait, qui était mon lunch, une journée d'hiver sur l'île Sainte-Hélène, et comment, à travers juste des objets en plastique, une table en fibre de verre, comment la photographie pouvait donner comme une vie à un objet banal auquel on ne prête aucune attention. Et c'était aussi une référence, je trouvais dans l'objet, il y avait comme une métaphore un peu du territoire que j'explorais. Je trouvais que la table en fibre de verre avec cette teinte bleue évoquait le fleuve, et puis les deux plats principaux évoquaient chacun les deux îles sur lesquelles je travaillais. Donc je crois qu'il y avait un rapport formel comme ça entre le sujet et la série plus large et le concept un peu de mon projet. Je ne savais pas ça, mais c'est super intéressant. Merci. Donc, le lien avec la thématique a été pas mal expliqué par Thomas, on a compris. Donc, prochaine œuvre. L'œuvre ici, je ne sais pas si vous pouvez la voir. Donc, c'était aussi, on pourrait dire, monumental, qui prend tout le mur, qui a été fait sur mesure en fonction des mesures de Clark. Donc, cette œuvre s'appelle This One Making Adjective, donc, qui a été faite par l'artiste Johanna Dragomir. Elle a un bac à l'Université de Waterloo, une maîtrise en histoire de l'art à la Western University, mais aussi maintenant est en la maîtrise aux Beaux-Arts à Concordia. Donc, je voulais le mentionner parce que c'était impressionnant. Donc, cette œuvre-là, c'est une traduction chromatique du roman/poème Autobiography of Red d'Anne Carson. Donc, c'est vraiment comme une mise en couleur d'un poème, ce qui est une esthétisation justement de l'écriture et du poème. Et pour moi, je trouvais aussi qu'il y avait, c'était une sorte de comme palette chromatique de la salle. C'est comme on présente les couleurs qu'on va voir dans les œuvres autour. Fait que c'est vraiment une œuvre qui vient unir toutes les autres œuvres. Fait que si on observe, on peut retrouver le bleu de Thomas, on peut retrouver le jaune de Muriel, on peut trouver les confettis d'Élise. Donc c'est vraiment comme une œuvre qui vient être unificatrice. Donc c'est ça. Most of my work is ceramic based, and I'm really interested in exploring other materials kind of through that lens. So thinking about like how metal oxides are also used in a ceramic capacity, or cement being ratios of limestone, clay, and sand. And then this work really started kind of with like one element, and then the next thing, and it just kind of slowly built up into an assemblage. And it really started with thinking about tiled surfaces and kind of the rigidity and the architectural placement of these tiles. And I wanted to create a form that spoke to kind of the history of the ceramic materials being kind of this malleable porous surface. And then was just also thinking about kind of the catalyst between, or the moment of meeting between materials, and how that's a catalyst for change. So whether it's
two blazes kind of meeting to overlap to create a chemical transformation or expression, or two different mediums or materials generating a medium or generating meaning. Sorry. And then also just thinking about kind of subjects and objects coming into relationship with each other and having like a spark or a meaning generate from that. Yeah. Thank you, Ryoka. Pour moi, le lien aussi à faire avec l'esthétisation, je pense qu'il est quand même clair que c'est comme une esthétisation des matériaux de construction. Puis rendre beau que des affaires que dans la rue, on passerait à côté et qu'on verrait même pas. Donc, ça apporte un autre regard sur les choses qui nous entourent. Mon travail, en fait, c'est un travail de recherche de l'histoire de ma famille. En fait, j'ai des racines arméniennes, égyptiennes, libanaises. Et je fais beaucoup de recherches aussi à travers des histoires orales. Donc, j'enregistre beaucoup, surtout les femmes, en fait, de ma famille pour essayer de retracer de l'information. Mes deux grands-parents maternels sont orphelins, en fait, du génocide. Donc, on est des survivants là, du génocide arménien. Donc, dans mon travail, c'est comme au début, je suis à la maîtrise à Concordia, puis au début de la maîtrise, j'étais vraiment comme axée un peu sur l'aspect vraiment du génocide arménien. On va voir, comme dans cette toile, Talat Pasha, qui est l'architecte du génocide arménien. Puis là, je fais beaucoup de, like I subverted, je mets un nez de cochon, etc. Puis, mais finalement, si l'été dernier, mon père était comme atteint là, de démence, mais il a vraiment comme dégringolé. Puis c'est comme tout l'aspect justement de mon père égyptien libanais. J'ai comme vraiment senti comme un besoin là, de me rapprocher de ça, puis aussi à quelque part d'intégrer tout ça là, dans ma pratique. Puis c'est un peu un dialogue en fait entre moi et lui là, dans cette toile entre autres. Puis, par la suite, cette toile, ben, c'est là où on voit, tu sais, comme il y a comme l'aspect un peu hiéroglyphe à quelque part, mais celle-ci parle plus de l'exil de ma grand-mère, comme si j'imagine ma grand-mère qui a quitté Mardin en Turquie et qui devait marcher pour fuir parce que toute sa famille était décédée. Et puis, en fait, ce qui s'est passé aussi dans ma pratique, c'est que j'ai décidé de ne plus autant utiliser le visage de Talat Pasha, qui est l'oppresseur. J'ai décidé d'utiliser en fait les cadavres, qui sont devenus un peu l'oppresseur, et aussi les serpents. Puis l'aspect aussi, dans cette toile, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai voulu un peu créer comme un genre de fenêtre, en guillemets. L'idée, c'est vraiment que c'est comme moi qui regarde, en fait, dans cette... Donc, ici, le lien avec la thématique, je dirais que ça serait l'esthétisation sert à justement sublimer ou à transmettre des histoires qui sont vraiment plus difficiles, des histoires familiales, puis importantes. Donc, c'est vraiment important, puis c'est vraiment beau. Donc, cette œuvre-là s'appelle « Ceci n'est pas le suicide de ma féminité » par Elise Brodeur. Donc, cette œuvre-là, c'est une catapulte qui est fonctionnelle, mais qui est comme infonctionnelle en même temps parce que quand on l'actionne, en tirant la petite corde ici, ça va tourner et se catapulter sur soi-même. Dans le fond, on peut le voir ici. Il y a été ces deux résultats de catapulte, des confettis. Donc, c'est comme, ça rend dérisoire un peu la fonction de destruction, puis c'est une esthétisation de, comme, c'est un objet d'absurde qui est utilisé durant la guerre, mais qui est ici complètement rendu absurde et ludique plus. Et aussi, l'artiste me racontait que cette œuvre-là s'appelle « Ceci n'est pas le suicide de ma féminité » à cause qu'il y a des gens qui l'ont critiqué en disant que c'était du travail, un travail masculin, travailler du bois et une grosse œuvre comme ça, puis elle était comme « Non, pas du tout, il n'y a pas un lien à faire ici. » Donc, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Et il reste une œuvre de Johnny, comme le post-audio. Hi, I'm Joey. I am in my third year, kinda, of the MFA in Sculpture and Ceramics at Concordia. I'm currently really interested in using food as the sculptural material to explore kind of my interest in Chinese Canadian identity as well as diasporic intergenerational relationships. This piece
from scratch came out of one of my favorite Hong Kong style cafes in Vancouver, which is where I'm originally from, closing down during COVID. And it had like the best baked pork chop rice I've ever had. And I still stand by that. I feel like it's better than the one that my dad says is the best in Hong Kong. And so at the time, I also hadn't talked to my dad in quite a while. And so I was missing this dish, and I couldn't go back to Vancouver to eat it. And I couldn't really find it here in restaurants, so I decided like, oh, okay, maybe I'll learn how to make it at home. And my dad actually went to Chinese cooking school for like a year in Vancouver, and so I basically made this piece out of sound recordings through a contact mic while cooking this dish at home, and a voice call with my dad over WeChat, basically asking them like, how do I make this dish? And then walking me through the steps. But it was also a way for me to kind of learn about these spaces that are really important for many different kind of communities to work, but also like connect with family and friends as well as strangers. I'm interested in like, I guess food, but also the things that happen around it. Like the relationships and like things that occur around these things that we eat and like consume every day, but like don't necessarily think about. Yeah, thank you, Johnny. OK, mais merci beaucoup, Gabrielle, pour avoir fait cette très belle tour de la salle, des deux salles. Ouais. Ben, merci à vous, tout le monde d'être ici, puis merci à toi, Pratash, pour ton travail ici. Ah, merci.